Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog lecture fourre-tout avec des unboxings, des avis lecture et plein d'autres choses. Je vous reprends là, on est quel jour d'ailleurs? 12, 13, 14... On est le 15. On est le 15 mai 2025. Je vous reprends parce que j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Je sais pas comment a fait le facteur pour le faire rentrer dedans parce que le colis est énorme. J'ai un peu galéré à le sortir d'ailleurs. Et puis ensuite je vous parlerai de ma dernière lecture et d'autres choses. Mais bon, on va commencer par ça. J'ai envie de suite de faire un unboxing parce que là j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dans cette boîte, dans cette box. Alors je sais le livre que c'est puisque les éditions Point m'ont proposé de le recevoir. Par contre je ne sais pas les goodies qui vont avec, donc j'ai très hâte et je remercie d'avance les éditions Point parce que ils me font confiance et c'est trop cool. Par contre, oui, j'ai pris des ciseaux parce que je suis prévoyante et d'ailleurs j'ai mis des petits post-it, c'était pour cacher mon adresse. Alors on va ouvrir ça, tant bien que mal. Oh, il y a à manger. Oh, il y a à manger. Je sais pas si vous verrez bien, mais il y a déjà, première chose que je vois, des chips. Saveur moutarde au piment de Cayenne de Bretz, le chipsier français. Je connais pas du tout cette marque, mais bon, comme vous le devinez, c'est breton, hein, ça donne un indice sur le livre. Bretagne. Il y en a un autre paquet de chips. Ils en ont mis 3. Oh là là. Alors saveur falafel à la libanaise. Et voici. Le troisième, saveur aligot à l'aveyronnaise. Oh, ça c'est sale. Ça va être délicieux. Je vais me régaler. Il y a... Ah ben je vais pas vous montrer les goodies, enfin les stickers parce que vous allez de suite deviner. Il y a un petit mot et puis évidemment le livre. C'est La Bretz Brigade, le tome 2, ni français ni breton de Montmalo, donc aux éditions Point en poche. J'avais lu le premier tome, il y a quoi? C'était quand? C'était à l'automne dernier, que j'avais beaucoup aimé. C'est vrai que Montmalo, on n'a pas l'habitude de le voir dans du cozy mystery. Et j'avais bien aimé ce trio de la grand-mère, la mère et la fille qui mènent des enquêtes. Et alors, il y a des stickers. Ah mais ça c'est génial. Moi je fais du bullet journal, donc vraiment j'adore. Je suis trop contente. Voilà, donc il va rejoindre ma pile à lire. Je pense que ça va être parfait pour l'été. Parce que ça se passe au bord de la mer, quoi. Enfin, au bord de... C'est quoi? C'est la Manche, à Saint-Malo. C'est la Manche. Je sais pas si je vous lis la quatrième, parce que c'est un tome 2, mais je pense que comme c'est des enquêtes différentes, je peux. L'irrésistible trio Corrigan est de retour. Maggie, Louise et Enora continuent de s'occuper de leur manoir. Elles n'en oublient pas moins leur nouvelle enquête. Après une puissante déflagration qui a pulvérisé un bateau, les Malouins apprennent que le maire de Saint-Malo est la victime de cette attaque. Heureusement, la Bretz Brigade est sur le pont, bien décidée à élucider cette affaire. Ouh, ça a l'air trop cool! Ah, j'ai hâte de le lire. Merci beaucoup en tout cas aux éditions Point. Et en plus dans leur communiqué, ils disent Aet eo quit. Pas sûre de bien prononcer, ça veut dire c'est parti pour ceux qui ne seraient pas encore bilingues breton. Non, je ne suis pas bilingue breton, mais j'aimerais beaucoup aller en Bretagne prochainement, je sais pas quand, mais ça fait partie de mes to-do list de voyage, d'aller justement à Saint-Malo et faire un petit tour de la Bretagne. J'enchaîne avec ma lecture terminée, que j'ai terminée avant-hier il me semble. C'est Résister à la culpabilisation et sur quelques empêchements d'exister de Mona Chollet. C'est aux éditions de la Découverte dans leur collection Zone. Donc c'est le dernier essai de Mona Chollet qui va s'attaquer à un ennemi intérieur, cette petite voix dans notre tête
qui justement est un peu démoniaque et parfois nous dit qu'on n'est pas assez bien, qui nous fait culpabiliser, etc. Et parfois le bourreau, c'est nous-mêmes en fait. Et donc elle va s'attaquer à ce sujet de la culpabilisation et je trouvais ça hyper intéressant. Alors elle va l'aborder de différentes manières, de différents prismes. Déjà il y a tout un prologue sur l'origine quelque part de la culpabilisation et notamment notre héritage judéo-chrétien avec cette culpabilité, le péché originel, notamment la faute d'Ève qui a mangé la pomme, le fruit de la connaissance alors que c'était interdit. Donc vraiment, et puis cette culpabilité qui pèse d'autant plus sur les femmes. Ève, c'est la femme qui a croqué la pomme de la connaissance. On a le pendant de Ève, c'est chez les Grecs, c'est Pandore qui a ouvert la boîte de Pandore et déversé les maux sur l'humanité. Donc il y a toute cette culpabilité déjà dans la religion, mais d'autant plus quand on est une femme. Et elle va encore plus loin puisqu'elle va parler évidemment, donc être une femme, la faute est impardonnable. Elle va parler de la diabolisation des enfants. Aussi, le fait qu'on leur prête toujours des intentions malveillantes, comme quoi ils sont dominés par leurs pulsions primaires, primales, etc. et qui veulent forcément des intentions mauvaises. On a aussi, le pendant, c'est la maternité, passeport pour le doute permanent. C'est vrai que la culpabilité des mères, c'est omniprésent. On a aussi la productivité. Alors ça, je me suis beaucoup reconnue dans ce chapitre-là sur la productivité et le fait que d'autant plus dans notre société qui va toujours plus vite, où chaque instant doit être productif, doit être comblé et le monde va toujours plus vite et on doit être hyper dans la performance. On est vraiment dans cette société capitaliste et cette performance de soi aussi. Et en fait, ce qui était bizarre, c'est que je lisais ce livre alors que j'étais en arrêt de travail, puisque j'ai eu un accident de trajet et du coup j'ai été arrêtée pendant 3 semaines. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, quand j'ai été arrêtée suite à cet accident, donc j'avais une blessure à l'épaule physique, une blessure physique qui m'empêchait de faire quoi que ce soit. Et en fait, c'est alors que ça faisait un moment depuis le début de l'année qu'au niveau du travail, etc., ça allait pas trop bien. Enfin, j'étais vraiment dans une espèce de routine, de roue infernale où vraiment je sentais que ça me pesait psychologiquement, voilà. Mais il n'y a que un moment où j'ai eu une blessure physique, où j'ai été obligée de m'arrêter parce que j'avais mal physiquement, qu'en fait je me suis autorisée à m'arrêter, que la société m'a autorisée à m'arrêter, alors qu'une blessure mentale c'est invisible, ça se voit pas, ou alors on en prend moins attention, on prend sur soi en disant oui c'est peut-être une faiblesse mais voilà on continue et voilà ça ira bien, alors que quand on est malade physiquement ou qu'on a une blessure, on peut plus continuer, on est obligé de s'arrêter. Donc vraiment il y a ce truc il faut un accident, il m'a fallu un accident pour que j'ai l'espace nécessaire de m'arrêter sans culpabiliser et sans que quelque part on me le reproche. Je pense notamment au niveau du travail, même si les gens sont bienveillants, tout ça, tu peux parfois te poser la question de savoir comment c'est perçu de s'arrêter au travail, parce que ta charge de travail elle repose du coup sur tes collègues et donc forcément ils peuvent mal le prendre. Enfin bon, voilà, du coup ça a quand même fait écho en moi cette réflexion. Et puis le dernier chapitre ça aborde le côté militant et le fait que il ne faut pas s'épuiser à être militant et qu'on peut aussi cultiver son propre bonheur même si on milite parce qu'il y a des malheurs ailleurs. Il n'empêche qu'il ne faut pas mettre aux orties et écraser le bonheur que nous on a et il faut en jouir justement pour le célébrer. Donc je trouvais ça hyper intéressant. J'ai relevé d'ailleurs quelques citations, par exemple sur le fait que les femmes peuvent essayer parfois de se comporter comme des hommes, notamment dans le milieu professionnel, pour pouvoir exister et pour pouvoir voilà, essayer d'être au même niveau quoi, enfin voilà, sauf que c'est pas toujours bien pour elles. Donc elle dit, page 37, si les hommes réussissent mieux professionnellement, ce n'est pas parce qu'ils ont un comportement plus assuré, mais en raison du privilège dont ils jouissent en tant qu'hommes. Dès lors,
Les imiter ne mènera les femmes à rien, puisqu'elles n'en resteront pas moins des femmes. Si elles utilisent une manière de parler connotée féminine, on le leur reproche. Mais si elles utilisent une manière de parler davantage associée à l'autorité, elles sont perçues comme agressives et on leur reproche aussi. Ouais, ça aussi c'était intéressant, page 40, quand elle dit « Depuis des décennies, on conseille aux femmes de se débarrasser de leur syndrome de l'impostrice en faisant montre d'une confiance en elles sans limite, mais ce genre de conseil individualise un problème qui est structurel. » Elle dit aussi que les femmes ont beaucoup tendance à s'excuser pour tout et pour rien, à endosser des fautes qui sont parfois pas vraiment des fautes, ou en tout cas pas les leurs. Et d'ailleurs elle dit elle-même qu'au lieu de me protéger, mais désolée, m'éroder, et vraiment oui c'est vrai que quelque part ça nous ronge. Il faut arrêter de s'excuser pour tout et pour rien. Alors là elle parle au sujet de la maternité et notamment de l'allaitement / le biberon, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux. Elle dit, page 143, en outre, le biberon permet un investissement égal dès le départ entre les deux parents et il autorise la mère à reprendre sa vie sociale et professionnelle plus vite, ce qui peut être décisif quand on sait que la maternité est le principal facteur d'appauvrissement des femmes. Le lait maternel est gratuit, certes, mais à long terme, cette gratuité peut se payer cher. Et c'est tellement vrai. Transmettre la vie ne dispense pas de la vivre. Voilà, et ce qui m'a fait écho en moi, c'est quand elle dit, page 170, mon seul problème, la seule raison de mon inquiétude, c'est que je suis persuadée que mon devoir est d'être productive, pas d'être vivante. J'ai pris l'habitude de toujours repousser à plus tard ce qu'on pourrait appeler la grande vie, au point que j'ai fini par l'exiler dans une dimension chimérique, imaginaire, comme si je la remettais à après la mort. C'est là où j'ai fait ma réflexion sur le fait qu'il m'a fallu un accident de travail pour m'autoriser à m'arrêter, d'avoir une blessure physique pour ralentir. Et du coup c'est vrai que cet arrêt maladie m'a remis un peu en perspective mon rapport au travail et le fait que j'avais l'impression de tourner dans une roue de hamster à devoir toujours aller plus vite et les injonctions et la tonne de boulot qu'on te rajoute, mais sans pour autant avoir ni les ressources ni le budget, enfin voilà. Donc j'ai décidé de voilà, respirer, prendre du recul, ralentir, voilà, très important. Voilà, donc j'ai bien aimé cet essai de Mona Chollet, même si c'est pas mon préféré. Et alors ce que je peux reprocher aussi, c'est que la fin est un petit peu abrupte. J'avais constaté ça aussi dans son précédent, qui était Réinventer l'amour. Et je trouve que Mona Chollet dénonce beaucoup de choses, ce qui est très bien, mais ne propose pas forcément des solutions ou des axes d'amélioration. Enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, alors que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la société, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les pistes de réflexion? Ben là, il n'y a pas. En tout cas, moi, je ne les ai pas vraiment clairement identifiées et c'était vraiment dénoncé. Oui, c'est bien, mais après, voilà. Donc c'est le petit bémol que je peux lui reprocher, mais sinon, voilà. J'adore toujours les écrits de Mona Chollet et je continuerai à la lire avec plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que je voulais vous parler d'autre chose? Oui, je peux vous parler d'autre chose. Attendez, ne bougez pas, je vais chercher. Alors, je vais vous mettre des clips juste après pour vous parler de mon voyage en Italie, puisque donc j'étais en arrêt pendant 3 semaines. Après, j'ai été 3 semaines en vacances et je suis partie. C'était prévu de longue date, donc je me suis dit bon allez, je prends sur moi, il faut que j'y aille. Et c'était trop cool, donc on a fait un road trip en Italie pendant 2 semaines et demie. Donc on est parti de Toulouse, on s'est arrêté, première étape à Menton, qui est un joli petit village juste avant la frontière italienne, très coloré, tout en hauteur avec des petites ruelles, etc. C'est super mignon. Puis ensuite on est allé à notre première étape en Italie qui était Milan. Donc Milan, c'est une ville que je n'avais jamais visitée, donc c'était une première pour moi. Alors je l'ai trouvée très grande, très dynamique, assez moderne comme ville, avec beaucoup de parcs, ça c'était chouette. On est monté sur le toit du Duomo de Milan, donc qui nous offrait une super vue sur toute la ville, c'était vraiment chouette. Malheureusement on n'a pas pu visiter l'intérieur parce que notre ticket ne nous permettait pas.
Puis voilà, on a un petit peu visité le château, enfin on est rentré à l'intérieur du château des Forza, qui était vraiment une immense forteresse qui donne ensuite accès à un immense parc hyper bien desservi, vraiment au niveau des parcs, Milan c'est top. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé Milan, même si elle a vraiment ce côté très grande ville. On sent aussi le côté fashion avec beaucoup de marques de luxe. Il y a la Fashion Week de Milan, hein, faut dire ce qu'il y a. Il y a aussi le salon du meuble de Milan chaque année, donc vraiment le côté design, tendance est omniprésent. Et puis il y a aussi la galerie Victor Emmanuel II qui est juste à côté du Duomo, qui est vraiment une galerie avec plein de boutiques, etc. C'est magnifique, tout en verre. Vraiment c'est à voir. Ensuite on est allé à Venise, on y est resté 3-4 jours. Donc Venise c'est une ville que je connaissais déjà puisque j'étais allée avec l'école il y a au moins une vingtaine d'années. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Donc Venise, voilà, avec ses petits ponts, ses canaux, ses gondoliers, vraiment toute l'image d'Épinal de Venise est là. Les masques aussi, les masques, d'ailleurs j'en ai ramené un. Voilà, j'ai ramené un petit masque de la Commedia dell'arte, je crois que c'est, je sais plus si c'est le capitaine lui. Mais voilà, je voulais pas un grand masque parce qu'après ça prend trop de place, mais un petit masque comme ça que je mets dans ma bibliothèque. Et donc Venise, voilà, on avait visité le Palais des Doges, la Basilique Saint-Marc, le théâtre de la Fenice où d'ailleurs Maria Callas s'est produit. On est allé visiter les îles aussi, de Murano avec le verre, de Burano avec la dentelle et ces petites maisons de pêcheurs colorées qui sont juste trop mignonnes. Vraiment, j'ai préféré Burano à Murano, c'était vraiment top. Très touristique, beaucoup de monde à Venise. Un peu moins dans les quartiers, on va dire, moins touristiques, qui sont plutôt les quartiers d'Orso Duro, Santa Croce, tout ça. On a aussi appris le langage des gondoliers quand ils se croisent, parce que évidemment des fois ils se croisent et ils se voient pas arriver, donc ils n'arrêtent pas de dire « Ohé, Alando !» Et donc je dis ah, mais qu'est-ce qu'ils disent Zalando Et en fait non, ça veut dire ohé, droit devant, c'est un cri pour se reconnaître, hein, pour se prévenir qu'ils arrivent. Ils sont quand même assez doués pour se croiser, hein, je tiens à dire, parce qu'on les a observés longuement. Ils se sont jamais touchés, c'est fou. Voilà, donc Venise, voilà, c'était chouette, très sympa, beaucoup de monde, mais très sympa. Ensuite, on a repris la route et on est allé à Florence, que c'est ma ville de cœur, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. J'y étais allée avec ma mère il y a une dizaine d'années et j'avais adoré cette ville, moi qui suis fan de la Renaissance italienne. Botticelli, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, Machiavel, Dante Alighieri, enfin vraiment pour moi Florence c'est le pays de toutes mes rockstars, limite, décédées hein, bien sûr. Et voilà, j'étais trop contente de revenir dans cette ville qui est ma ville de cœur et de la faire découvrir à mon chéri qui la connaissait pas du tout. Et j'ai pu faire des choses que j'avais pas pu faire la première fois, notamment visiter le Palazzo Vecchio, puisque la dernière fois il était fermé pour le tournage du film Inferno de Dan Brown, l'adaptation de Dan Brown avec Tom Hanks. Donc j'étais contente de pouvoir le visiter cette fois-ci. On a refait, enfin moi j'ai refait la galerie des offices aussi pour revoir les fameux tableaux des maîtres. Pareil la galerie de l'Académie pour revoir le David de Michel-Ange, toujours aussi incroyable. Et puis on a fait voilà, le Ponte Vecchio, on est allé sur la Piazza de Michelangelo pour voir le point de vue sur Florence. On a fait la Casa de Dante. Moi j'ai lu la Divine Comédie quand j'étais à la fac et j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs je me suis ramené un petit marque-page du profil de Dante avec une citation que je ne saurais vous lire parce que je ne parle pas du tout l'italien. Mais voilà, en cuir, puisqu'en fait une des principales spécialités de Florence c'est le cuir. Donc voilà, j'ai ramené ça. J'ai ramené également des crestes, comment on dit en français, des écussons thermocollants, ou des patchs que l'on colle donc sur ma veste en jean de voyage. Donc j'ai ramené la fleur de lys de Florence, donc symbole de Florence. J'avais ramené aussi le drapeau de Milan.
Et puis ensuite, la dernière destination qu'on a faite, c'était les 5 terres. Alors ça, c'était plus pour le côté rando, tout ça, et finalement, je ne conseille pas du tout les 5 terres. J'ai été vraiment très très déçue par les 5 terres, déjà qui étaient immensément touristique, vraiment un monde de fou, c'était très populeux. En plus on était le week-end du 1er mai, peut-être c'était pas la meilleure période. J'ai jamais vu ça, des bouchons sur les chemins de randonnée, des embouteillages sur les chemins de randonnée où on passait à enfin c'était des chemins très étroits et du coup on pouvait pas se croiser et donc il y avait des files d'attente d'un côté et de l'autre, enfin c'était n'importe quoi. Pourtant les chemins de rando, certains chemins de rando sont payants, faut le savoir, et en plus ils s'en mettent plein les fouilles, hein, parce que franchement c'est très onéreux, que ce soit le train, parce qu'il y a un train qui dessert les 5 terres, enfin chaque village des 5 terres, très cher, les chemins de rando pareil, les restos, enfin tout est très cher, voilà, et puis il y a un monde de fou. Moi qui venais pour le côté ressources, nature, rando, là j'ai pas du tout été servie. Alors certes c'est très mignon les petits villages, mais enfin comparé à Menton ou comparé à Burano avec ses maisons colorées, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, hein, franchement les 5 terres. Je pense qu'il y a des très bonnes randos à faire, ne serait-ce qu'en France ou même ailleurs en Italie. Et des petits villages mignons comme ça, il y en a plein partout, même des plus jolis que ça. Alors nous on logeait à Corniglia qui est celui du milieu en fait, le village du milieu, et on a fait d'un côté on a fait une rando qui faisait vers c'était quoi, Vernassa et Monterosso. Enfin, on a fait d'un côté et puis après on a fait de l'autre côté le lendemain, et voilà, du monde, mais du monde, c'était... Donc moi j'ai été quand même assez déçue par les 5 terres. Au moins je l'ai fait, je peux dire que je l'ai fait, que j'ai vu. Mais vraiment c'est pas une destination que je vous recommande du tout. Voilà, et après on est revenu en France et on s'est arrêté 2 ou 3 jours à Marseille. Marseille qui est une ville que je ne connaissais pas, alors j'avais vraiment des a priori sur Marseille, je suis désolée si vous êtes marseillais. Mais j'ai toujours entendu que Marseille c'était un peu la France, une France alternative, ou en tout cas que c'était un microcosme particulier. Alors il y a du vrai, mais finalement c'était pas si pire que ce à quoi je m'attendais. On a visité le quartier du Panier avec tous ces tags incroyables. Après on est allé, on a fait le Mucem, on a fait la grotte Coscar, on a adoré vraiment la grotte Coscar, c'est vraiment un truc à faire. On est allé voir Notre-Dame de la Garde tout en haut, on a pris aussi le bus pour aller jusqu'au parc Borelli et voir la plage du Prado, etc. Donc voilà, on s'est un petit peu baladé dans la ville de Marseille, on a vu évidemment la cathédrale de la Major, ben, voilà, et c'était assez chouette, les docks aussi. Ils en ont fait un truc super, un village un peu avec plein de magasins ultra cool. J'ai bien aimé aussi Marseille, c'était sympa. Et après on est rentré à Toulouse. Donc voilà, ça nous a pris 2 semaines et demie tout ce périple, mais c'était vraiment chouette, on a gardé des super beaux souvenirs. Et voilà, et donc je ne sais pas quel sera notre prochain road trip, mais en tout cas on en a plein dans notre to-do list de voyages qui nous font très envie. Et pourquoi pas la Bretagne, hein. Pourquoi pas. Hey, je vous reprends aujourd'hui puisque j'ai terminé un livre hier soir que j'ai adoré. Je l'ai lu assez rapidement, juste après être revenue de vacances. Je l'ai déglingué en quoi, une semaine, et je l'ai adoré. C'est le tome 9 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, donc Les Secrets de Castelcerre. C'est publié aux éditions J'ai lu, et donc ça fait partie de la du deuxième cycle de l'Assassin Royal. Vous le savez maintenant si vous me suivez, c'est une série que j'adore. J'avais lu Les Aventuriers de la Mer entre les deux et j'avais adoré encore plus. Et je suis contente ici de retrouver Fitz. Donc là on revient au château, à Castelcerre. Fitz va devoir naviguer entre des intrigues de cour, des complots politiques, des faux semblants, des manipulations, etc. J'en dis pas plus, mais en gros il doit aussi former le prince
à l'art, donc cette magie de l'esprit, et il y a tout un tas d'arcs narratifs qui se mettent en place. Donc c'est un tome 9, je vais pas trop m'apesantir dessus, mais j'ai beaucoup aimé encore une fois la plume de Robin Hobb, où elle arrive à insérer des notions, des pensées, des questionnements qui sont universels et qui pourraient même se transposer dans notre quotidien à nous. Et ça donne vraiment un côté très humain et réaliste en fait au récit, alors qu'on est dans un univers de fantasy. Alors ce tome 9 est finalement un tome de repos, entre guillemets, même si c'est pas de tout repos, mais en tout cas un tome de transition. On sent vraiment que l'autrice est en train de placer ses pions pour la suite, qu'elle développe certains arcs narratifs et que même le final laisse présager une suite épique. En tout cas, on va repartir sur la route, on va avoir une nouvelle quête, on va voyager, je pense, dans le tome 10, donc il me tarde vraiment beaucoup de lire la suite. Ici, on est vraiment à Castelcerre, voilà, dans le château avec les intrigues de cour, les différents personnages, voilà. Mais c'était quand même intéressant pour savoir en fait la suite, et la suite laisse présager quelque chose d'assez palpitant. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à la fin, vers la fin en tout cas, on a des personnages, des aventuriers de la mer qui arrivent dans l'Assassin Royal, donc il y a une espèce de connexion entre ces deux sagas, parce que jusqu'à présent je voyais pas trop la connexion. Ça y est, maintenant ça commence un petit peu à s'enclencher. En tout cas, c'est des personnages secondaires qui étaient présents dans les Aventuriers de la mer qui se retrouvent là, qui viennent du coup à Castelcerre. Donc c'est cool, et en même temps on comprend des choses sur certains personnages, mais c'est encore un peu flou, donc voilà, il y a quand même beaucoup de suspense autour de ces révélations finalement. Et voilà, j'aime beaucoup Robin Hobb, j'adore sa plume, je lirai la suite avec plaisir. D'ailleurs j'ai le tome 10, le tome 11 qui m'attendent dans ma pile à lire, donc je suis contente. Et voilà, alors ce livre là finalement, je crois que j'ai quand même de quoi voir venir, puisqu'elle a été très très prolifique. Et donc celui-ci a été écrit, publié initialement en 2003. Donc j'ai plus de 20 ans d'écriture à rattraper. Super. Voilà, mais en tout cas j'étais ravie, et vraiment Robin Hobb, enfin je ne peux que vous la conseiller. Hein. Je veux dire, ça fait partie des queens de la fantasy. Hello, je vous reprends puisque j'ai reçu un petit colis dans ma boîte aux lettres. Vu le paquet que c'est, je pense que si vous avez l'habitude d'être sur ma chaîne, vous reconnaissez le type d'envoi. Il s'agit des éditions Tornada qui m'ont proposé leur dernière parution de thriller. Donc on va ouvrir ça de suite. Alors, il s'agit de Memento Vivere de Ismaël Lemonnier. Donc aux éditions Tornada, et c'est un beau bébé, hein. D'habitude ils sont pas si gros chez Tornada. Il fait combien? Il fait 6... pas 600, non pas du tout, 373 pages. Donc oui, c'est quand même assez gros pour un Tornada. Et puis il y a toujours le petit marque-page qui va bien. Je vais vous lire le résumé. Vitry-sur-Seine, un bébé est retrouvé mort dans la cuvette des toilettes d'un bar sordide. Lucien, un flic psychorigide et proche de la retraite, et Anaïs, dernière recrue au look provocateur et au comportement borderline, sont appelés sur cette scène de crime pour le moins singulière, le genre d'affaire que personne ne convoite. Découvrant que le fœtus a été génétiquement modifié, les deux enquêteurs devront mettre de côté leurs différends et plonger dans les abysses de la folie humaine. En parallèle, un individu sème la terreur dans la ville avec son chien loup en laissant derrière lui des cadavres. Et si les deux affaires étaient liées? Et si la vérité était au-delà du supportable? Une enquête qui très vite va se transformer en compte à rebours. Ouh, alors déjà, la première phrase là, un bébé retrouvé mort dans une cuvette des toilettes d'un bar sordide, ça promet. Je pense que ça va être assez sombre. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couve, ça change un petit peu de la DA habituelle chez Tornada, qui est plutôt noir et rouge. Là, moi j'aime bien, c'est plutôt mes couleurs ça. Voilà, donc je vous en donnerai des nouvelles évidemment, une fois que je l'aurai lu. Salut à tous, je vous reprends. On est le dimanche 22 juin, je sais il y a eu un très long laps de temps entre la
le précédent clip en fait que je vous ai tourné et celui-ci, mais il s'est passé plein de choses. Là je vous tourne, il fait une chaleur, mais genre il fait plus de 30 degrés, c'est infernal, c'est la canicule quoi. Donc faites pas trop attention à ma tête là, je poisse, mais bon c'est pas grave. Je reviens vous parler de plein de choses. Déjà j'ai terminé 2 livres, j'ai un unboxing à faire et j'aimerais aussi vous parler d'une série que j'ai beaucoup aimée et que j'ai regardée il y a quelques temps. Je vais commencer par ça. Donc la série ça s'appelle Ghost, donc c'est une série Netflix, c'est la version américaine que moi personnellement j'ai vue. Je sais qu'ils en ont fait un remake français, mais moi j'ai vu la version américaine, donc j'ai beaucoup aimé. C'est des petits épisodes d'à peu près 20 minutes, il y en a 18 dans la saison 1, donc ça se bouffe mais à une vitesse comme des petits bonbons. Donc c'est l'histoire d'un couple de jeunes New-Yorkais qui ont une trentaine d'années, qui sont de jeunes actifs. Et il se trouve que Samantha, donc la femme de ce couple, va hériter de sa grand-mère ou grande-tante décédée d'un énorme manoir un petit peu dans la campagne environnante proche de New York. Et donc c'est une très très vieille bâtisse et elle va décider, ils vont décider ensemble d'en faire de le retaper et de faire des gîtes, en fait des chambres d'hôtes. Alors au début, ils se disent quand même c'est un gros changement de vie, et puis manque de bol, Samantha va avoir un accident puisqu'elle va tomber dans les escaliers, elle va tomber dans le coma pendant quelques temps, elle va faire une expérience de mort imminente et quand elle va se réveiller, elle va avoir la faculté de voir les fantômes et elle va s'apercevoir très très vite que son manoir familial est bourré de fantômes. Enfin en tout cas il y a toute une clique de fantômes qui sont là, qui est des gens qui sont morts dans l'enceinte de ce manoir. Et au fil des siècles en fait, donc on va avoir un guerrier viking, on va avoir un autochtone, on va avoir une diva de la prohibition, on va avoir une hippie des années 70, etc. etc. Et donc on a toute une galerie de personnages qui sont hautes en couleurs et qui sont finalement très attachants les uns les autres. Et finalement ils ont leur propre histoire, ils ont leur propre passé, ils ont aussi quelque chose qui les retient en fait ici sur Terre, dans les limbes quelque part. Donc voilà, ils vont se lier une espèce d'amitié avec Samantha qui est la seule du couple à pouvoir les voir. Son mari est évidemment au courant qu'elle voit les fantômes, mais lui il peut pas communiquer avec, donc ça donne lieu à des situations assez drôles et cocasses. Alors c'est pas du tout une série qui fait peur, même si ça parle de fantômes, c'est vraiment une série humoristique qui donne le smile, qui vraiment est super sympa à regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder si vous cherchez une petite série sympathique qui fait du bien au moral et qui fait bien rire. Ensuite, je vais vous parler des 2 livres que j'ai lus récemment. Donc le premier que j'ai terminé, c'est Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden, c'est aux éditions J'ai lu. Et ça c'est donc le 2e tome de la saga, enfin de la trilogie de la femme de ménage, même si j'ai appris récemment qu'il y avait une nouvelle qui vient de sortir qui s'appelle La femme de ménage se marie et qui se situe entre le tome 2 et le tome 3. Mais visiblement les retours sont pas très dithyrambiques. Mais bon, moi en tout cas j'ai lu ce tome 2. Alors j'avais des attentes on va dire un peu moins hautes que pour la femme de ménage, parce que j'avais beaucoup entendu dire comme quoi Freida McFadden n'avait pas réussi son coup de maître, à renouveler son coup de maître du tome 1. Moi j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais trouvé que même si l'écriture de l'autrice n'est pas franchement folle, tout se joue dans la construction de l'intrigue, dans le fait qu'elle arrive à nous retourner à des moments clés de l'histoire. Et c'était vraiment l'élément de surprise en fait qui a fait tout le sel et tout le succès en fait du premier tome. Là finalement j'ai un peu regretté que l'autrice reprenne un petit peu la même recette. Comme on dit souvent, c'est dans les mêmes pots qu'on fait les meilleures confitures, mais ici j'ai trouvé que l'adage n'était pas forcément vrai, puisque finalement elle reprend à peu près les mêmes ficelles narratives, elle se renouvelle pas vraiment. Et du coup si on a lu le tome 1, ce qui a priori est le cas quand on lit le tome 2, du coup on est moins surpris, il y a moins cet effet de surprise qu'on recherche. Donc bon, après ça reste divertissant, ça se lit super bien, super vite, la plume de l'autrice est quand même assez fluide, même si voilà, elle reste quand même assez somme toute
plutôt banal. Voilà, j'ai quand même aimé retrouver Millie. Ce que je peux déplorer par contre dans ce tome 2, c'est que en fait à la fin du tome 1, on a une espèce d'ouverture vers quelque chose par rapport à Millie. Et ce que je regrette dans ce tome 2, c'est qu'il y a une ellipse en fait de plusieurs années, je dirais au moins 5 ans, qui se passe entre la fin du tome 1 et le début du tome 2. Et du coup, tout ce que moi j'attendais de la suite, en fait, a déjà été fait et un petit peu évoqué dans le tome 2, mais de loin en fait. Et moi j'ai un peu regretté ça. Voilà, ça reste divertissant, hein, faut pas lui enlever ça à Freida McFadden, mais voilà, une fois qu'on a lu un de ses livres, j'ai peur que du coup après on n'est plus surpris et que ça le fasse moins bien. Je sais pas si je lirai le tome 3, peut-être, à l'occasion s'il se présente à moi, mais voilà, j'irai pas forcément le chercher de moi-même, ou alors il faudrait que je laisse un peu passer de temps pour me laisser le temps d'oublier un peu. Mais je sais pas, voilà. Après c'était divertissant, c'était pas non plus une catastrophe de lecture, mais je n'ai pas été surprise. J'ai également lu encore un tome 2, décidément le mois de juin c'était le mois des tomes 2. C'est le tome 2 donc, de la Bret's Frégate de Momalo, c'est ni français ni breton, c'est publié aux éditions Point. Et d'ailleurs c'est un service presse et je remercie beaucoup les éditions Point de me l'avoir envoyé. Donc c'est vendu comme du Cozy Mystery breton, où on va suivre un trio de femmes de la même famille. On les voit ici sur la couverture, donc on a Maggie, la grand-mère, on a Louise, la mère, et Enora, la fille, qui du coup mènent leur enquête en parallèle du commissaire et de son adjointe. Donc finalement, moi je serais un peu dubitative dans le qualificatif Cozy Mystery, dans le sens où normalement dans un Cozy Mystery c'est uniquement une enquête faite par un non-professionnel, enfin un détective amateur, alors que là finalement oui certes on a le trio de la Bret's Frégate qui sont des amatrices, mais on suit en parallèle l'enquête officielle avec le commissaire Guillou et son adjointe Emma Lobo. Donc voilà, parfois il y a un peu de redondance, parfois l'intrigue est aussi avance d'un côté, puis après il y a de l'autre côté qui avance en même temps, etc. etc. Donc faut faire attention à ça, c'est peut-être le petit bémol que je peux lui reprocher, de me dire est-ce que dans les tomes suivants ça pourra continuer à fonctionner, cette double enquête entre l'enquête officielle et l'enquête officieuse quelque part. Après j'aime toujours autant ce trio d'enquêtrices, surtout la grand-mère Maggie qui est absolument pas le stéréotype de la mamie gâteau, hein. Mais alors pas du tout, Maggie c'est une femme forte, c'est une femme haute en couleur, elle jure, elle ne fait que jurer en franglish puisqu'elle est d'origine irlandaise. Et avec sa canne en argent, là, enfin voilà, elle a une personnalité assez atypique et c'est vrai qu'elle prend beaucoup de place dans le trio. Donc j'ai bien aimé cette enquête qui parle en fait d'un attentat qui va avoir lieu en mer, puisque le catamaran du maire de Saint-Malo va être visé par un Zodiac télécommandé qui est chargé d'explosifs, et donc le maire va être plongé dans le coma. Et on ne sait pas qui c'est qui a attenté à ses jours, donc voilà, on va être sur fond de complot, d'indépendantisme, avec ce côté très breton et même je dirais malouin, encore plus, puisque d'où le titre, ni français ni breton, malouin suit, c'est vraiment le slogan on va dire de la ville. Donc voilà, moi j'ai bien aimé être dans la cité corsaire, avoir toute cette ambiance bretonne que je connais assez peu et finalement quelque part je fantasme un petit peu dessus. J'ai très envie d'aller visiter Saint-Malo pour le coup, mais voilà, c'était assez rafraîchissant, ça se lit bien. Après c'est une écriture qui est beaucoup plus exigeante que Freida McFadden, hein. Momalo, il y a quand même, faut rester concentré parce qu'il y a beaucoup de comparaisons, de métaphores. C'est une plume qui est très intelligente, donc voilà, c'est pas à lire quand on est un peu fatigué, qu'on a envie de poser son cerveau, on risque de rater des choses. Voilà, faut quand même être un petit peu concentré, mais voilà, c'est un type d'humour que j'aime beaucoup. Voilà, c'est très sympathique et je lirai la suite avec grand plaisir si l'occasion se présente. Mais voilà, je suis assez attachée à ce trio de la Bret's Frégate, donc n'hésitez pas à découvrir si vous avez envie d'un petit Cozy Mystery breton. Et enfin, je vais terminer ce clip avec un envoi que j'ai... Alors j'ai pas commandé sur Amazon, je vous rassure.
mais il se trouve que c'est un auteur qui m'a proposé de lire son livre, qui est édité, il me semble, sur Amazon. J'ai commencé à lire un extrait, et du coup je m'étais dit oui, pourquoi pas. L'écriture a été assez intéressante, assez incisive. Le livre est pas long, donc voilà, j'ai accepté. Donc on l'ouvre ensemble. Oh, j'ai réussi le premier coup. Oui. Alors, voilà, c'est bien celui-ci, donc l'Ascension noire de Julien Chalard. Donc je remercie beaucoup l'auteur pour l'envoi, pour m'avoir fait confiance. Donc je vais vous lire un petit peu la 4e de couverture. Dans les coulisses du pouvoir, les monstres ne naissent pas, on les fabrique. Alexandre Verne, génie de la tech devenu mythe vivant, règne sur Paris comme un dieu moderne. Mais lorsque son empire vacille, trahison, manipulation et fantômes du passé ressurgissent pour tout détruire. Ce qu'aucun d'eux n'avait prévu, la chute ne crée pas la ruine, elle crée un monstre. De la Startup Nation au bas-fond du pouvoir, l'Ascension noire est un roman noir, haletant, entre tragédie contemporaine et thriller politique où le héros devient son propre démon. Jusqu'où irait un homme qui a déjà tout perdu? Un roman coup de poing, dense, glaçant, captivant. Voilà, donc j'avoue que le personnage principal, Alexandre Verne, j'ai lu le premier chapitre, c'est vraiment le type de personne que je ne peux pas blairer dans la vraie vie. Donc je pense que déjà il va falloir que je fasse un effort pour voilà, ne pas, je pense, voilà, essayer de dissocier, on va dire, le personnage de l'œuvre. Ça va être un peu compliqué, mais d'un autre côté j'ai envie de me confronter à ce genre de personnalité que moi je déteste vraiment, de ces mecs qui se croient au-dessus de tout le monde, qui ont les dents, qui raillent le parquet, qui sont ambitieux mais jusqu'au point d'écraser les autres. Enfin vraiment, vous voyez le stéréotype de ces gens-là qui sont en général un petit peu pervers narcissiques aussi. Voilà, donc là j'ai très peur quelque part, mais j'ai envie de m'y confronter. Je pense que ça va pas être une lecture facile pour moi. Mais bon, voilà. En tout cas, je remercie beaucoup l'auteur, Julien Chalard, et je vous en dirai des nouvelles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo vlog lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir et ça fera aussi plaisir à l'algorithme. Si vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant justement la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!